Ce cycle, Penser la crise des banlieues, n'a, vous l'avez bien compris, aucune ambition d'exhaustivité. Titre générique, comme la thématique de chaque séance, sont des propositions d'entrée, comme nous le disons dans notre jargon, des angles d'observation et d'analyse dont la validité reste soumise à votre jugement. Ce soir, l'école. Ceci en fonction de préoccupations qui doivent être examinées, peut-être dépassées. L'école, dans la mesure où les acteurs de l'événement ont été essentiellement reconnus comme jeunes, et je mets des guillemets à ce terme-là, car il me semble que nous avons peut-être ici l'occasion de mettre un peu en question cette catégorie qui s'est imposée dans le discours quotidien, celui des médias, et même dans le discours savant. Une catégorie qui a connu un succès foudroyant, mais dont je me demande exactement ce que c'est, et si son maniement inconsidéré ne présente pas de grands dangers. Mais dans la mesure donc où les jeunes, avec guillemets, seraient au centre de l'affaire, faut-il désigner l'école comme l'origine de la dite crise des banlieues? Ou bien faut-il la considérer comme la victime de première ligne de ce qui fait le fond de cette crise, parce qu'elle subit de plein fouet le choc en retour des discriminations que subissent certains de ses élèves au moment où ils quittent l'école pour entrer dans la vie active. Mais en liant ainsi l'école à l'événement crise des banlieues, peut-on encore parler de l'école en général, ou faut-il considérer une école spécifique? Bruno Descroix, dans son livre, parle d'une école de la périphérie. Je vois l'expression ici en titre d'un autre livre. Et enfin, comment l'école elle-même vit-elle depuis novembre la crise, ou ce qui en tout cas a été désigné comme tel? Il nous faut enfin tenir compte, je crois, quand nous nous interrogeons sur l'école en France, des espoirs et de l'investissement singulier, très propre à notre pays dans cette école, comme le lieu par excellence du passage des principes républicains qu'évoquait hier soir Dominique Schnapper à la réalité vécue. Un investissement qui focalise les regards et les inquiétudes sur cette école. Ce qui explique peut-être d'ailleurs en partie la floraison très récente de livres informés et importants sur la question. Notre propre parti pour aborder ce thème a été, comme vous l'aurez remarqué, celui d'une démarche un peu différente pour ce thème-là de la démarche que nous avons suivie pour les autres séances. En nous adressant d'abord à un professeur, Bruno Descroix, qui enseigne les mathématiques au lycée Louise Michel de Bobigny, donc un membre et acteur de la communauté scolaire, mais aussi un observateur et un analyste, auteur d'un livre, Demain les profs, qui a été publié chez Bourrin Éditeur en 2004 et dont j'ai pour ma part beaucoup apprécié à la fois le sérieux, la perspective large et puis le sang-froid. Nous avons également fait appel ici à Sophie Ernst, philosophe, chargée d'études en philosophie de l'éducation à l'Institut national de la recherche pédagogique. Alors j'avais demandé à Sophie Ernst sa bibliographie, j'ai été servie. Je n'ai pas encore tout lu, j'ai un programme de lecture pour les quelques années à venir. J'en citerai juste quelques bouquets d'articles sur des domaines d'enseignement spécifiques, comme l'enseignement des sciences et la formation des maîtres à cet enseignement, et quelques travaux qui nous rapprochent du thème d'aujourd'hui, tels que l'école et les mémoires de l'immigration en 2003. À vrai dire, c'est un article ou peut-être plutôt même une tribune, qui a circulé sur le net et qui ensuite a été publié par Libération, qui nous a beaucoup interrogés et intéressés. Violence, subjectivités immatures et idéologie victimiste. C'est cela qui nous a donné envie de vous entendre, justement parce que vous osez aborder des domaines dans lesquels les sciences sociales s'aventurent en général assez peu. Votre présence à tous deux montre bien qu'école, université, recherche ne sont pas du tout des univers cloisonnés, et nous vous proposons de confronter vos points de vue avec celui de Serge Pogam, qui est sociologue, directeur d'études à l'EHESS, et c'est à lui que nous avons emprunté le terme du titre d'aujourd'hui, ce terme de rupture sociale.
Serge Pogam, en tout cas le terme de rupture. Serge Pogam est l'auteur de très nombreux ouvrages précieux pour qui s'intéresse aux questions qui nous occupent en ce moment. Les titres en sont éloquents. Les formes élémentaires de la pauvreté, l'exclusion, la disqualification sociale. Serge Pogam est également éditeur et dirige notamment la collection Le lien social au PUF, dont le titre même vous dit combien les ouvrages sont en rapport avec les questions qui nous occupent cette semaine. Et Serge Pogam anime à l'EHESS un séminaire qui est intitulé « La rupture des liens sociaux de l'enfance à l'âge adulte », qui embrasse les 3 étapes, apprentissage scolaire, entrée dans la vie active, conditions de l'intégration professionnelle. Alors, je vous propose de les écouter tous les 3 successivement et ensuite, dans le temps qui nous restera, d'engager la discussion à la rencontre au carrefour de ces 3 interventions. Donc, Bruno, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, je suis Bruno Descroix, enseignant, comme vous l'avez dit, dans un établissement, un lycée d'enseignement général et technologique, situé à Bobigny, dans une zone sensible et zone de prévention violente. Donc un établissement qui regroupe un certain nombre des problèmes qu'on a pu évoquer ces derniers jours et ces dernières semaines sur la question de l'école, mais qui est loin de les concentrer toutes et qui est notamment loin de les concentrer à l'échelle de ce qui peut se passer dans un collège ou dans certains lycées professionnels, pour remettre tout de suite quelques petites choses en place. Cette crise, puisqu'il faut bien donner un nom à ce qui s'est passé au mois de novembre, je voudrais commencer par là, parce que ça a été, pour moi, dans son démarrage, comme pour vous tous, j'imagine, une perception par la télévision de ce qui s'était passé, et des images très, très spectaculaires de voitures en train de brûler en bas de Tours. Sauf que pour moi, le jeudi matin, il a fallu aller travailler là-bas, et c'était justement dans une des villes dans lesquelles se passaient un certain nombre de ces événements. Et je dois dire que j'ai été très, très, très surpris en arrivant sur les lieux de ne pas me retrouver dans quelque chose qui ressemble un petit peu à la banlieue de Bagdad actuellement. Je suis arrivé à Bobigny pour travailler et il n'y avait ni carcasse de voitures brûlées, ni tension manifeste dans les rues, ni événements qui pouvaient laisser penser, enfin en tout cas que donnait à voir la télévision dans les jours précédents. Néanmoins, on a eu bien entendu des témoignages d'élèves et des discussions avec ces élèves. Alors pour quand même bien préciser les choses, il y a quand même dans la cour de l'établissement des petits préfabriqués, et il y avait eu une tentative d'incendie dans ces préfabriqués. Tentative d'incendie avortée parce que j'imagine que les jeunes qui avaient fait ça avaient mal suivi leur cours de physique puisqu'ils avaient fermé les portes. Alors vous savez, quand il n'y a pas d'air, en général ça ne brûle pas, donc ça n'avait pas brûlé. Mais bon, les tables étaient quand même noircies. Voilà. Comme quoi, les cours de physique peuvent être un petit peu utiles. Donc la perception de cette crise a été ensuite dans les diverses discussions qui ont été organisées avec nos élèves. Et là, on a quand même compris qu'il s'était passé quelque chose d'important pour eux, qu'ils avaient vécu une période de tension qui avait été extrême, notamment parce que les parents étaient très, très, très inquiets de ce qui pouvait se passer et demandaient à leur fils ou à leur fille de rentrer à 18h ou 17h30 juste après les cours et avec interdiction de sortir ensuite, parce que les parents étaient bien souvent en train de surveiller en bas de l'immeuble ce qui pouvait se passer, et notamment que leur voiture ne brûle pas pour ceux qui en avaient une garée à cet endroit. Et donc une période de tension, de fatigue sans doute pour ces jeunes, et de perception à nouveau qu'on donnait d'eux une image dans les médias qui ne correspondait pas à ce qu'ils étaient en train de vivre et à ce qu'ils sont. Pour prendre un autre témoignage qui me paraît vraiment refléter cette ambivalence qui existe pour ces jeunes dans leurs sentiments à l'école, un de ces élèves expliquait qu'au printemps précédent, avec ses camarades, ils avaient manifesté contre un certain nombre de dispositifs de la loi Fillon, et en gros avec cette idée que l'école avait besoin de plus de justice sociale, de plus de mixité sociale, et qu'ils avaient envie de continuer à faire partie d'un ensemble commun et pas avoir le sentiment d'avoir un bac 93, même si c'était largement fantasmé de leur part. Et ils expliquaient que leur mouvement avait été en partie arrêté parce que des bandes de jeunes
casseurs en l'occurrence, en tout cas délinquants, puisqu'ils venaient pour piquer des téléphones portables ou des baladeurs numériques, et que ces mêmes jeunes qui avaient arrêté leur mouvement au printemps étaient en train, en brûlant des voitures en bas de chez eux, d'obtenir ce qu'eux n'avaient pas réussi à obtenir en manifestant. Et je crois que cette remarque d'un élève qui est en terminale ES, et dont on peut dire, à mon avis, qu'elle est réellement très pertinente, montre qu'on a deux faces d'un sentiment de ces jeunes vis-à-vis de l'école. Le premier qui a un sentiment de rejet par un certain nombre d'entre eux qui se sentent effectivement exclus, qui se sentent mis dans des filières de relégation, alors que de l'autre côté, moi j'ai l'impression de faire face à des élèves qui sont, eux, dans une attente très forte vis-à-vis de l'école, et une attente qu'on peut résumer par une attente d'ascension sociale. Alors dans ce contexte général de crise qui s'est déroulé, moi j'ai essayé de distinguer, en rapport avec le titre, alors sur la rupture du lien social, alors bon, c'est peut-être sur le terme de rupture que j'ai le plus de doutes, mais un certain nombre de difficultés qui se présentent au quotidien, parce que il est hors de question que je fasse un exposé de sociologie, c'est pas mon rôle, puis je ne saurais absolument pas le faire. Mais par contre, dans le travail que je peux faire dans cet établissement de Bobigny, il y a un certain nombre de choses qui sont, à mon avis, frappantes et pour lesquelles on essaye localement, au quotidien, d'inventer un certain nombre de solutions et dont je vais essayer de vous parler. La première, c'est la question de la ségrégation sociale dans ces établissements, qui est doublée, et Georges Felouzzi l'a montré dans un ouvrage récemment, d'une ségrégation qui correspond à l'origine ethnique. Et ça, c'est très frappant pour tout jeune collègue qui débarque dans un établissement. Il suffit de prendre une liste de classe pour comprendre qu'on n'est pas dans un établissement de centre-ville. Voilà, de façon très simple. Je crois que ce mouvement de rejet de l'autre est d'abord basé sur la peur. La peur sans doute du déclassement social, mais aussi tout simplement la peur de l'autre. Et moi, je dois avouer que mon premier cours dans un autre établissement qui était à Villepinte, dans une zone prévention violence, quand vous faites votre première année d'enseignement, une zone prévention violence, c'est pas très rassurant. Et ça a été, j'ai eu peur physiquement en rentrant dans la classe, ce qui était une absurdité, mais ce qui était une absurdité construite sur l'image que je pouvais avoir de ces jeunes, dits jeunes de banlieue, parce qu'effectivement, ils s'appelaient tous Mohamed, etc. Et puis je me disais, oulala, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être difficile. Alors c'est vrai que ça a été un petit peu difficile, parce que notamment c'était la première année, mais finalement, on était très très loin du fantasme que j'avais pu avoir de ce qu'était la banlieue, étant pourtant moi-même né en banlieue. Donc c'est la première chose, c'est la peur de l'autre qui me paraît être un des moteurs de cette ségrégation. L'autre, sans doute, c'est l'inquiétude qu'ont un certain nombre de jeunes et un certain nombre de mes élèves de se retrouver dans un établissement qui ne leur ouvrira pas les portes d'une ascension sociale. Et je crois que c'est quelque chose d'absolument fondamental et c'est quelque chose qu'on rencontre de façon assez quotidienne. Par exemple, à la fin de la classe de seconde, vous avez toujours des élèves qui vous disent « mais voilà, moi j'aimerais faire de grandes études, aller à l'université, à l'école des hautes études en sciences sociales ou ailleurs, que sais-je. Et est-ce que vous allez nous permettre de réussir ça ou est-ce qu'il vaut mieux pas aller dans un établissement plus prestigieux de Paris, Bobigny n'est pas très très loin, voire dans le lycée privé qui pour le coup accueille que des filles et qui est juste à côté. Donc c'est une question qu'il nous pose et c'est une question à laquelle on essaye de répondre et à laquelle, à mon avis, on répond encore très maladroitement. Les seules réponses qu'on puisse apporter, c'est de dire que effectivement les conditions sont peut-être un petit peu plus difficiles, mais qu'on est capable dans ce type d'établissement d'offrir un certain nombre de perspectives. Alors on en a quelques-unes, on a un partenariat avec l'École normale supérieure, on a des petits stages qui permettent de faire du soutien scolaire, on a quelques heures en plus, etc. Mais il faut qu'on arrive à finalement avoir des établissements en zone d'éducation prioritaire qui soient attractifs. Donc c'est première rupture, ou en tout cas, première peur de l'autre qui me semble constituer cette question sur le lien social. La deuxième, c'est alors un débat qui a été très très largement abordé l'an dernier sur la question de l'autorité et qui me paraît, enfin en tout cas qui a été abordé de façon assez consternante à mon avis. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à entendre un discours de la déploration de la perte d'autorité des enseignants qui n'a jamais été aussi fort au moment où justement cette autorité n'a jamais été contestée. Alors j'explique ça pour ma part de façon très simplement. Nous ne sommes plus
protégés par le regard que peut avoir la société sur l'institution scolaire elle-même. Je ne suis plus, parce que je suis enseignant, détenteur de la vérité. Alors, dans le contenu mathématique de ce que j'enseigne, certes, mais dans le fait que je sois utile ou que ce que j'enseigne est utile, on est en permanence, et par les parents d'élèves, ce qui me paraît légitime, et par les élèves contestés dans ce métier. Néanmoins, il me semble que plutôt que de déplorer cette perte de respect, il faut s'interroger sur les moyens de le construire. Et la question peut-être spécifique à ces établissements est d'avoir suffisamment de liens avec l'ensemble des parents, associations, autres institutions locales pour montrer à ces élèves un ensemble qui soit un ensemble cohérent. C'est-à-dire, j'essaie d'expliquer ça de façon assez simple, c'est-à-dire qu'ils aient le sentiment déjà de ne pas avoir affaire à des individus isolés comme enseignants, mais à des équipes, qu'ils aient le sentiment que les parents et les enseignants travaillent ensemble, c'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour que ceci se déroule. Alors, on essaye de faire ça à une échelle locale en ayant des remises de bulletins de la main à la main ou en ayant des réunions avec les parents. C'est très, très, très insuffisant. Et à mon avis, on est en situation de pouvoir développer beaucoup plus de choses à ce niveau-là. Alors, troisième aspect, il m'en reste deux encore, sur cette question du lien social, c'est le manque de réseau et le manque de modèle que j'ai pu ressentir chez de nombreux élèves. Alors pour le modèle, on a eu une expérience il y a quelques semaines qui a été pour moi très très frappante. C'est une petite association qui s'appelle Alter Ego, qui intervient dans les établissements scolaires et qui est constituée par des jeunes qui ont fait leurs études dans ces établissements populaires, qui s'appellent eux aussi Mohamed ou Fatima, et qui ont réussi des études exemplaires. Et ils sont venus intervenir dans ma classe pour dire, mais alors, très exactement, ce que j'essaye de répéter à mes élèves tous les jours. Mais le fait que ce soit des jeunes qui avaient cette proximité avec eux a eu un effet qui m'a, moi, complètement estomaqué. C'est-à-dire qu'un mois après, on continue à en parler, qu'un mois après, ils se disent « mais alors, si lui, il a réussi, moi aussi, je suis capable de le faire, il faut que j'essaye, que je m'en donne les moyens, etc. etc. » Et leur avoir permis de voir ces modèles de réussite a eu, dans leur imaginaire, j'imagine, même simplement, un effet qui a été un effet catalyseur assez extraordinaire. L'autre exemple qu'on peut donner, c'est toujours dans cette idée de lien, l'absence de réseau. C'est-à-dire qu'on a des jeunes pour lesquels faire des études, alors peu importe d'ailleurs que ce soit dans un domaine technique ou dans la médecine ou dans l'économie, c'est quelque chose qui est extérieur et assez loin. On a essayé de mettre en place une petite association d'anciens élèves pour permettre à des jeunes qui avaient fait ces parcours de venir témoigner, partager leur expérience et permettre, là encore, à nos élèves de mettre en place une ambition ou de se dire, bah voilà, finalement, là, il y a peut-être ça qu'il faut essayer de faire ou tel domaine auquel on n'avait pas pensé. Et là aussi, il y a des choses qui fonctionnent. Alors, le dernier problème est peut-être plus... Enfin, sans doute moins à voir avec la question du lien social, mais c'est quelque chose qui m'a toujours frappé assez profondément. C'est la question de l'estime de soi. Et sur cette question de l'estime de soi, qui vient bien entendu forcément du regard de l'autre, j'ai remarqué pour ma part avoir toujours eu des élèves qui étaient dans une situation de dépréciation de ce qu'ils faisaient. Et s'entendre dire que finalement, oui, ils peuvent réussir et qu'effectivement, ils ont les moyens de le faire, c'est un discours qu'ils entendent, à mon avis, pas suffisamment et qui a un moteur pourtant assez extraordinaire. Et alors on a là aussi un exemple tout bête, mais des systèmes de soutien, études, travail en petits groupes qui se déroulent pendant les vacances. Et vous voyez, alors dans un gymnase qui n'a pas brûlé pour le coup, mais il y a eu quand même une tentative à cet endroit aussi, vous avez des salles dans lesquelles il y a plus d'une centaine de jeunes qui viennent là pour travailler tous les matins pour faire des maths pendant les vacances. Alors, qu'on nous dise que tout va mal, que les banlieues brûlent, etc., mais qu'on nous montre aussi de temps en temps qu'il y a cette volonté d'y arriver, qu'il y a cette volonté de s'en sortir. Et pour prendre un exemple concret,
un de mes élèves qui s'appelait Sofiane m'avait raconté un jour son histoire pour vous expliquer un petit peu à quel point cette réussite pour certains dans ces quartiers est quelque chose qui peut être, pour moi, vraiment touchant et fort. Il avait déménagé quand il était en CE1 et il était passé d'une école primaire dans laquelle il avait appris, il n'avait pas appris plutôt à faire les multiplications, alors que dans l'école dans laquelle il arrivait, ça avait déjà été fait, en CE1. Et il avait pris le livre et il avait appris tout seul. Et ce jour-là, il s'est dit, mais finalement, l'école est sans doute un moyen pour que je m'en sorte. Et je suis capable d'y arriver. De ce jour, il a eu des félicitations à tous les trimestres, jusqu'à l'obtention d'un baccalauréat scientifique avec mention bien. Et il a fait ça dans un environnement dans lequel, pour l'avoir vu et parce qu'il me l'a raconté, dans certaines classes de collège, c'était un choix qu'on peut qualifier d'héroïque. Parce que quand c'est le chaos autour de vous, que les copains passent leur temps à faire des bêtises, et que vous décidez par vous-même, parce qu'en CE2, je me rappelle, moi, pour ma part, que je n'étais pas capable de prendre une décision comme ça. Donc ces jeunes qui sont pour moi des héros dans le système éducatif, qui réussissent des parcours exemplaires, se retrouvent, en tout cas pour ce cas-là, cassés à la sortie de leurs études. Parce qu'ils sont allés faire des classes prépa, que ça s'est mal passé, parce qu'ils n'ont pas eu les chances qui leur étaient données à ce moment-là de façon intelligente, parce qu'il n'y a pas de suivi, parce que, il y a un certain nombre de raisons. Mais c'est un désastre, il faut bien le dire, et on n'imagine pas à quel point ces modèles qui en deviennent de contre-modèles s'il y a un échec à la sortie. Mais si ces jeunes qui choisissent, eux, de s'investir, de faire confiance à l'école, ne réussissent pas finalement ou ne trouvent pas d'emploi à la sortie de leurs études, on n'imagine à mon avis pas l'effet que ça peut avoir dans leur environnement immédiat, mais aussi dans ce qu'on dit de l'école, de est-ce que ça vaut la peine de, etc., etc. Alors voilà, j'ai essayé d'aborder un petit peu 4 points qui viennent vraiment d'une pratique quotidienne. Et pour conclure et pour reprendre peut-être le thème général de ces débats, que peuvent les sciences sociales? Moi, il y a quelque chose qui me paraît essentiel, et le débat sur l'école est un excellent exemple, puisqu'on est dans une situation de confrontation absolument stérile entre d'un côté des gens qui vous disent la seule chose qui compte, c'est les savoirs, et de l'autre, on ne pense qu'à la pédagogie. Enfin, on est dans une situation consternante de ce point de vue-là. Je crois que c'est sur la qualité du débat et sur la qualité des échanges qu'il peut y avoir entre une pratique d'acteur local, ce que moi je revendique être, et des réflexions qui sont menées sur la situation dans ces banlieues et sur la situation de l'école en particulier. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Bruno pour cette communication qui est vraiment, je crois, un souffle d'air. Déjà, dans vos 2 communications qui sont toutes les 2 placées sous, me semble-t-il, j'ai entendu le terme pragmatique, je crois qu'entre les 2, il y aurait déjà une discussion tout à fait intéressante qui pourrait s'engager. Mais bon, je vous propose maintenant justement de rebondir sur le point de vue du sociologue avec Serge Pogam. Merci. Alors, c'est vrai que le titre, on m'a demandé d'intervenir dans ce cycle, dans ce forum qui dure toute la semaine, et donc il n'était pas tout à fait prévu que j'intervienne sur l'école au départ, et donc j'ai dit, bon, je pourrais peut-être intervenir sur l'école si c'était replacé dans une question plus générale de rupture du lien social, et donc voilà, d'où le titre rupture du lien social, l'école à l'épreuve. Alors, vous me demandiez quel est le titre de ma communication. Effectivement, moi, ça sera plutôt rupture du lien social, l'école à l'épreuve. Je vais essayer de dire quelque chose autour de ça, si vous voulez bien. Alors, justement, on parle beaucoup de rupture du lien social. C'est une notion qui est devenue courante. On peut lire cette expression très souvent dans les médias.
Or, elle est souvent très, très floue. C'est un peu comme la notion d'exclusion. On l'utilise de façon très, très générale pour qualifier des réalités qui ne sont pas les mêmes, que tout cela devient un peu embarrassant. Et donc la crise des banlieues, c'est certainement une rupture du lien social. Encore faut-il préciser qu'est-ce qu'on entend par rupture du lien social. Et également essayer de voir si l'école joue un rôle dans cette rupture du lien social. Et j'ai bien aimé ce que vous avez dit en introduction, c'est-à-dire essayons de voir si l'école est la cause de la crise des banlieues ou la victime ou une victime. Alors, je vous propose d'organiser mon exposé en deux temps. Premièrement, j'aimerais bien, même si ça va peut-être vous paraître un peu fastidieux, et je voudrais clarifier cette notion de rupture du lien social en m'appuyant sur un certain nombre de classiques, puisqu'on nous a légué un patrimoine conceptuel pour penser le monde moderne. Donc je crois qu'il faut l'utiliser et si possible le faire fructifier. Donc je vais essayer moi de faire ce que je sais faire, c'est-à-dire de partir des classiques et puis de voir comment on peut les utiliser, même si ça vous donnera peut-être l'impression de ne pas être dans l'intelligence pratique, mais on y arrivera, je pense quand même. D'autre part, je voudrais m'appuyer sur deux ouvrages que j'ai eu le plaisir de publier dans la collection que je dirige, Le lien social. Le premier, c'est celui de Agnès Van Zanten, L'école de la périphérie, qui est une étude sur la scolarité et la ségrégation en banlieue. Et le deuxième, qui vient de paraître cette année, qui s'intitule Rupture scolaire, qui est l'école à l'épreuve de la question sociale, de Mathias Millet et de Daniel Thym. Donc ce sont deux ouvrages que j'ai beaucoup appréciés et qui me semblent vraiment permettre une lecture, une compréhension de la crise des banlieues et du problème de l'école aujourd'hui. Alors premièrement, donc qualifier cette notion de rupture du lien social. La première chose qu'il faut commencer par dire, c'est que le lien social, c'est un peu toute la sociologie et beaucoup des sciences sociales, puisqu'on trouve cette question du lien social et de la transformation du lien au cours des siècles sous la plume de grands sociologues, que ce soit Ferdinand Tönnies, que ce soit Max Weber, que ce soit Émile Durkheim. On trouve finalement des choses très convergentes. Ça, c'est vraiment un point important. Et sans rentrer, bien sûr, je n'ai pas le temps, puisque on me dit de faire ça en moins d'une demi-heure. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je voudrais quand même vous donner quelques éléments et essayer de voir justement, dans les grandes évolutions, quel rôle peut jouer l'école, quel rôle joue l'école dans la constitution des liens sociaux et dans la régulation du lien social en général. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra se demander effectivement si l'école est bien à l'origine de cette crise des banlieues ou non, ou s'il faut replacer l'école dans une réflexion beaucoup plus large sur les liens sociaux aujourd'hui et sur leur crise. Alors, si on prend en compte l'analyse historique des grands sociologues, Tönnies, Weber, Durkheim, pour ne citer qu'eux, j'aurais très bien pu prendre aussi l'exemple d'Elias et de bien d'autres, il y a chez les trois une conceptualisation de l'évolution du lien social. Les trois ont été sensibles à une grande évolution qui est le passage finalement d'une organisation sociale fondée sur l'idée d'une communauté à une organisation sociale fondée sur un autre concept, celui de société. Et c'est Tönnies qui, vraiment, l'un des premiers, en 1887, dans un livre qui a été traduit sous le titre « Communauté et société », parle de cette évolution. Et il décrit donc le passage en étapes, en 4 étapes successives de cette communauté à cette société. Et pour qualifier ces grandes évolutions, il utilise deux concepts, le concept de volonté organique et le concept de volonté réfléchie. La volonté organique se manifeste dans le plaisir, l'habitude et la mémoire. Elle enveloppe la pensée et la détermine.
et constitue la source de toute entreprise et de toute création. La seconde, dit-il, est le produit de la pensée qui sert à guider et à orienter les forces et les élans jaillis de la volonté organique. Alors, bien entendu, l'idée de Tönnies, c'est que les formes modernes d'association se caractérisent par une intégration de l'individu en tant qu'individu à la société en général, et pour cela, il lui faut des garanties. Et ces garanties lui sont offertes notamment par la protection qu'il peut avoir par cette société, par des structures qui relèvent donc de la solidarité qui se manifeste à travers des institutions globales et qui donc à partir desquelles les individus peuvent prendre des distances et peuvent se libérer de certaines formes primaires de solidarité reposant notamment sur la famille ou des formes d'appartenance communautaire ou localisée. Chez Durkheim, chez Weber, on trouve exactement la même analyse, puisqu'il reprend de façon très précise ces deux concepts de Tönnies, communauté et société. Il utilise le terme qui a été traduit en français par communalisation et de sociation. Donc, deux points importants également. Le premier relève du sentiment qu'éprouvent les hommes de s'appartenir mutuellement, d'être engagés dans une vie collective qui intègre chacun de façon entière. Le second repose sur la recherche de compromis, d'intérêts motivés rationnellement, soit en valeur, soit en finalité. Donc on retrouve chez ces deux auteurs allemands la même logique finalement. Et qu'est-ce que dit Durkheim à peu près à la même époque, dans sa thèse sur la division du travail social en 1893, à peu près la même chose, puisque, vous le savez, il analyse l'évolution des sociétés en qualifiant le passage donc, de la solidarité, cette évolution du passage de la solidarité mécanique à la solidarité organique. La solidarité mécanique étant la solidarité qui est une solidarité fondée sur la similitude. Elle renvoie aux sociétés traditionnelles dans lesquelles les individus sont peu différenciés les uns des autres, partagent les mêmes sentiments, obéissent aux mêmes croyances, et à la solidarité organique qui est fondée sur la complémentarité des individus dans le système social. Et il applique ça bien sûr à la question du travail, il analyse comment les individus dans les sociétés modernes intériorisent leur sentiment, le sentiment d'être utiles au fonctionnement d'ensemble, parce qu'ils sont de plus en plus individus, ils sont de plus en plus différents et donc individus, et par conséquent, ils sont complémentaires les uns des autres. La solidarité, elle est donc organique. Mais elle nécessite aussi toute une régulation par des institutions globales de la société dans son ensemble. Alors, voilà l'évolution. L'école, dans cette organisation, l'école joue un rôle important aujourd'hui dans la mesure où elle contribue à fabriquer l'individu de la société moderne. C'est-à-dire qu'elle contribue finalement à aider l'individu à se constituer deux sortes de liens. Ce que j'appelle le lien de participation organique, au sens où Durkheim parlait de solidarité organique. Ici, ça renvoie bien sûr au lien dans le monde du travail. L'école forme, apprend, transmet des connaissances, est censée en tout cas transmettre des connaissances qui vont permettre aux individus d'acquérir une place dans la société et se fondre dans la société en apportant une contribution à l'ensemble social. Et en étant donc complémentaires les uns des autres. Donc on est bien ici dans un lien qui apporte de la protection au sens où l'individu se sent protégé par des institutions comme l'institution du travail, l'entreprise, mais aussi tout le socle de protection apporté par la solidarité globale, c'est-à-dire le système de protection sociale, les formes de protection organisées à travers des syndicats, etc. Le deuxième type de lien que fabrique l'école, c'est le lien de citoyenneté. Puisque le lien de citoyenneté, il donne aussi aux individus le sentiment d'avoir des droits, d'avoir des devoirs, et d'être en quelque sorte libérés d'une
d'une étroite participation à des liens plus communautaires, plus familiaux. L'individu existe en tant qu'individu parce qu'il est reconnu comme citoyen. Je pense que ceux qui étaient à la séance d'hier ont dû entendre Dominique Schnapper parler de la citoyenneté un peu dans ces termes. Et l'école, donc, a cette fonction de construire finalement ou d'aider les individus à construire leur lien de participation organique et ce lien de citoyenneté. Alors, ces deux types de liens, d'ailleurs, apportent de la protection aux individus, mais ils apportent aussi de la reconnaissance. L'individu a besoin de reconnaissance, puisqu'il vit en permanence sous le regard des autres, et il a besoin de protection. Or, la protection sociale aujourd'hui, surtout dans des sociétés comme les nôtres, elles sont fondées en grande partie sur l'activité productrice, sur le travail. Et le lien de citoyenneté renforce également cette protection par le fait que l'on a des droits en tant que citoyen. Alors, c'est bien cette fonction de transmission, autre chose que finalement de simple connaissance, mais c'est la transmission par l'école de principes d'organisation de la vie de l'individu dans une société globale, où il peut exister en tant qu'individu. Et si aujourd'hui on parle donc de la crise des banlieues, c'est peut-être parce que justement l'école n'arrive pas à relever ce défi de fabriquer l'individu de la société moderne. Et l'école échouerait en quelque sorte dans cette fonction de fabrication de l'individu et de ses liens modernes. Alors, l'école échoue. Elle échoue peut-être parce qu'il y a aussi du chômage, parce qu'il y a des tentations de repli communautaire, parce qu'il y a pratiquement insécurité, tant du point de vue du lien de participation organique que du lien de citoyenneté. Alors, voilà en tout cas comment on peut, je pense, s'emparer de ce patrimoine légué par nos classiques, par nos sociologues de la tradition, pour justement les faire fructifier. Alors, précisément, deux ouvrages sont venus récemment nous aider à réfléchir en ces termes. La thèse d'Agnès van Zanten, c'est une enquête qu'elle a réalisée dans plusieurs écoles de la région parisienne. Elle a l'avantage d'avoir porté son analyse sur à la fois les parents d'élèves, les enseignants, les directeurs d'établissements et aussi les élèves. Donc il y a une vision assez globale des attentes des uns et des autres. Et je dois dire qu'en relisant, pour préparer cette séance, sa thèse, je me disais, mais finalement, la crise des banlieues, elle est là. Vous lisez sa conclusion et vous trouvez la crise des banlieues. Elle a écrit ce livre en 2000. Et c'est même en 2001, et vous trouverez exactement, en tout cas des clés de compréhension. Alors, tout d'abord, elle analyse les stratégies des uns et des autres dans ce fonctionnement de l'école qu'elle a appelé l'école de la périphérie. Tout d'abord, la stratégie des parents. Les parents, tous les parents, cherchent à ce que leurs enfants réussissent le mieux. Quoi de plus légitime ? Mais les parents sont engagés dans une lutte pour le classement de leurs élèves, de leurs enfants et des élèves. Et donc, cela se traduit par le choix de l'école, par des tentatives pour faire en sorte que leurs enfants, soient finalement dans, si possible, de bonnes écoles, si possible les meilleures écoles. Ça se passe par le choix de filières. Ça se passe aussi de plus en plus en tout cas dans les classes moyennes et supérieures, par des investissements dans des cours particuliers. Agnès van Zanten étudie ça aujourd'hui. Elle se rend compte qu'il y a une montée en puissance des cours particuliers pour les élèves. Et c'est effectivement peut-être le début de la fin de la méritocratie, au sens où c'est un système très inégalitaire, puisque ces cours sont quand même pas accessibles à tous les milieux. Donc, elle constate des inégalités très fortes entre les parents dans les stratégies qui sont menées pour justement permettre aux enfants d'accéder aux meilleures écoles et aux meilleurs classements. Que font les directeurs d'établissement ? Eh bien, ils appliquent aussi ces méthodes. Ils sont aussi dans une lutte pour le classement. Leur école est bien classée et positivement ou négativement sur
une liste. D'ailleurs, on publie, je ne sais pas d'ailleurs si on devrait le faire, c'est problématique, je trouve, de publier la liste des établissements selon les réussites de ceci, de cela, parce que c'est un peu pervers malgré tout, parce que c'est plus tout à fait l'école de la République, si on peut ainsi désigner publiquement les écoles qui sont mauvaises et les écoles qui sont excellentes, parce que du coup, finalement, tout le monde se met dans cette lutte au classement. Et que font les chefs d'établissement? Les chefs d'établissement, dans les villes à forte concentration de familles confrontées à des problèmes sociaux, c'est de créer des filières spécifiques, des classes spéciales, et du coup, même sans le vouloir, ces stratégies que l'on peut comprendre contribuent à reléguer encore davantage les mauvais élèves dans des classes qui sont moins cotées que d'autres. Que font les enseignants? Les enseignants, de leur côté, ils font ce qu'ils peuvent. Oui, là-dedans, ils font ce qu'ils peuvent. Certains développent des pédagogies particulières, sont vraiment très engagés pour que ça change, et sont tentés par des expériences. Mais très souvent, ce que l'on constate, c'est qu'il y a un turnover, en tout cas c'est le résultat de l'enquête de Agnès Van Zanten, un turnover tellement important dans ces écoles qu'il n'y a pas de temps nécessaire pour faire fructifier toutes ces expériences positives. C'est bien que, et puis il y a aussi une certaine lassitude qu'éprouvent certains enseignants de ne pas être suffisamment reconnus en tant qu'enseignants pour le mal qu'ils se donnent dans ce type d'établissement. Les élèves, de leur côté, sont en quelque sorte des victimes à leur manière, puisque beaucoup travaillent dans des classes où il y a énormément de chahuts, où il est vraiment très difficile de travailler véritablement. Alors, la conclusion d'Agnès Van Zanten, je vais vraiment très très vite, mais c'est que chacune de ces attitudes se comprend tout à fait sociologiquement, mais l'effet global est explosif, car les personnes n'ont pas conscience donc des conséquences non désirables de leurs actes, et ainsi on a un système qui fonctionne sur la base d'une lutte pour le classement. Ce qui contribue à ces formes de ségrégation, à cette école de la périphérie qui s'est vraiment installée dans notre panorama, dans notre paysage aujourd'hui de l'école laïque républicaine. Alors, que disent nos deux collègues Daniel Thym et Mathias Millet, qui ont de leur côté analysé les jeunes qui sont en situation de rupture scolaire? De leur côté, ils ont insisté beaucoup sur les conséquences des faibles performances des élèves à l'école et des revers à répétition que ces élèves connaissent. Parce que cela produit des effets de stigmatisation, vous en avez parlé tout à l'heure, de dévalorisation de soi. En tout cas, c'est tout à fait confirmé par leur très belle enquête. Et malgré tout, l'école, même dans ces écoles de la périphérie, l'école inculque aux élèves la légitimité de ces classements. Et donc l'école ne peut pas éviter que l'élève intériorise finalement le sentiment qu'il est finalement nul, parce que tout le monde dit qu'il est nul, les enseignants les premiers, et finalement l'école aussi finalement finit par devenir assez nulle. Ensuite, je crois qu'un des points importants de l'analyse de Millet et de Thym, c'est d'analyser les sociabilités juvéniles. Vous en avez parlé, et là, ça fonctionne beaucoup sur la base de l'appartenance au groupe des pairs. Ça occupe une place essentielle aujourd'hui dans le processus de rupture scolaire. En fait, ils opposent, et les élèves opposent les normes scolaires aux normes qui sont les leurs, les codes langagiers, des codes vestimentaires, et il y a donc opposition très forte et parfois donc affirmation de soi à travers une opposition radicale aux normes de l'école.
si bien que les élèves qui sont pris dans ces ensembles, dans ces classes qui ne vont pas très bien, où les enseignants ont du mal à faire régner la discipline, il y a en quelque sorte comme une obligation de loyauté envers les pairs. Les élèves ne peuvent pas travailler correctement, et c'est beaucoup plus facile en quelque sorte, et au moins on est loyal vis-à-vis de ses petits copains, de s'opposer aux normes scolaires. Et c'est tout à fait le phénomène des bandes qui est un phénomène utilisé et étudié depuis très longtemps par les sociologues, mais on peut tout à fait reprendre aujourd'hui encore toute cette littérature et qui renvoie bien à cette idée que lorsque l'école ne transmet pas justement suffisamment de garanties pour accéder à un emploi, pour accéder à une place finalement dans la société, on va se replier sur la protection rapprochée, les pairs, les proches, les communautés que l'on va reconstituer. Et l'analyse de Millet et de Taine conduit finalement à souligner que plus les difficultés des élèves augmentent, plus la relation au groupe des pairs représente un rempart symbolique rassurant. Donc on va rechercher, dès qu'apparaissent les premières difficultés, l'appui des pairs, et ça fonctionne comme un rempart, comme une protection rapprochée, pour reprendre l'expression qu'utilise souvent Robert Castel. Donc une sorte, certes peut-être pas de repli communautaire, mais en tout cas un repli sur le groupe restreint, le groupe des personnes qui partagent finalement le même stigmate. Et cela se traduit par une volonté, ou en tout cas une tentative de retournement du stigmate, ce qui est également très, très connu. Ce processus conduit tout à fait à mettre en avant l'échec de l'école, parce que quand il devient massif, l'école n'a plus grand-chose à faire, l'école abdique, l'école ne peut plus faire face. Alors, ce que soulignent les deux sociologues, c'est que finalement l'école n'est pas seule responsable. L'ennui scolaire ne trouve pas exclusivement sa source dans l'organisation scolaire, dans la pédagogie, car l'école n'est pas travaillée que par des problèmes d'ordre scolaire, elle est traversée d'une façon générale par la question sociale. Et l'analyse qui est faite, c'est qu'il faut aussi prendre en compte, on a parlé des familles, de la grande précarisation des familles, et donc de la difficulté des familles à aider leurs enfants. Alors on voit effectivement de grandes inégalités, puisque certaines familles y arrivent beaucoup mieux, élaborent des stratégies, mais les familles des enfants qui sont en échec scolaire sont généralement des familles en grande précarité. Des familles qui ne transmettent pas la confiance en soi, qui ne transmettent pas parce que ces familles vivent en permanence dans l'insécurité, et donc les enfants issus de ces familles arrivent dans le système scolaire avec un handicap énorme au départ. Donc il ne faut pas trop imputer trop facilement le décrochage à un déficit des élèves, un déficit de motivation, un déficit du plaisir d'apprendre. Je crois qu'il faut vraiment prendre en compte le système de l'école tel qu'il fonctionne dans sa globalité. En tout cas, aussi, un des points importants, c'est que l'école, face à ça, elle est conduite parfois à prendre des mesures sévères, l'école exclut. Taine et Millet soulignent souvent que avant d'avoir un casier judiciaire, les élèves ont un casier scolaire. Et donc, il y a bien des solutions qui sont prises d'exclusion temporaire, voire définitive, mais ce n'est pas tout. L'école reproduit aussi en son sein des espaces d'exclusion qui pourraient être donc des espaces d'exclusion intérieure, donc à travers toutes ces classes plus dévalorisées, à travers toute cette hiérarchisation des systèmes et cette volonté de créer de la différence à l'intérieur du système scolaire.
Alors, je vois que mon temps est écoulé. Je me permets simplement de dire deux mots pour conclure. C'est qu'aujourd'hui, l'école me paraît bien l'expression de cette rupture du lien social. Elle est bien une des causes de cette crise des banlieues, puisque elle éprouve de grandes difficultés à fabriquer ce lien de participation organique, y compris aussi ce lien de citoyenneté. Donc, en tout cas, des carences très fortes dans l'école de la périphérie apparaissent dans la fabrication de ces liens et donc dans la façon dont on permet aux enfants d'occuper aujourd'hui, aux élèves d'occuper une place dans la société en tant qu'individus. Mais l'école est aussi une institution en crise parce qu'elle est traversée par la question sociale et que les solutions pédagogiques, même si elles existent, même si aujourd'hui on sait faire, il y a des enseignants de bonne volonté qui sont prêts à déployer une énergie et d'inventivité, mais je crois que ces solutions pédagogiques, même si elles existent et si on peut les mobiliser, ne sont pas suffisantes parce que la société dans son ensemble est traversée par cette question sociale, si bien que aujourd'hui on ne peut pas simplement dire que la crise des banlieues ça relève de l'école, ça relève de la mission de l'école et de ses carences, ça relève aussi d'un marché de l'emploi qui produit des chômeurs. C'est aussi une précarité très importante qui touche des familles et des franges importantes de la population française. Et c'est aussi peut-être les carences d'un système de protection sociale qui ne donne pas suffisamment de garanties aux individus pour justement se déployer dans la société en tant qu'individu. Donc en tout cas, je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis permis d'intervenir dans un débat sur l'école, parce que je crois qu'il est nécessaire de désenclaver ce débat et de l'ouvrir à une réflexion plus générale sur les mécanismes de la solidarité dans notre société. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup, Serge, pour cette belle leçon qui remet les problèmes d'aujourd'hui dans la perspective de l'enseignement des fondateurs de la sociologie. Bon, puisque Serge Pogam a cru bon de vous livrer ma petite cuisine, je crois que nous pouvons nous sentir très très libres. Et